Bonjour à tous, j'ai traduit et résumé cet ouvrage qui devrait vous intéresser, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique, 1948, traduit de l'édition originale en russe, de J.B.E. Goldstein. Donc l'introduction du livre établit le cadre conceptuel de l'analyse du collectivisme oligarchique, une forme de gouvernement où une petite élite détient le pouvoir et manipule les masses. Goldstein présente cette théorie en soulignant l'importance du mythe et de l'idéologie pour maintenir la structure sociale et l'autorité de l'élite. Il insiste sur le rôle crucial de l'orthodoxie dans la stabilisation du système et la perpétuation du pouvoir de l'élite. Le texte explore également comment les élites parviennent à se maintenir au sommet grâce à des mécanismes de contrôle rigoureux et à la manipulation d'informations. Chapitre 1, la méthode. Le premier chapitre, intitulé « La méthode », décrit les outils et les stratégies employées par l'élite pour gouverner efficacement. Goldstein insiste sur la différenciation entre les paroles et les actes, soulignant l'importance de la propagande et du contrôle de l'opinion publique. Il explore également la nécessité du mythe pour diriger les masses, en expliquant que ce mythe doit être soigneusement entretenu pour assurer l'adhésion des populations. La violence est également présentée comme un outil nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline au sein de la société. En conclusion, le chapitre démontre comment ces méthodes sont intégrées dans un système de contrôle sophistiqué où l'orthodoxie et l'illusion de diversité politique jouent des rôles centraux. Ça nous rappelle des choses. J'ai oublié quand même de vous parler du sommaire. 1. Politique intérieure, l'ignorance et la force, donc chapitre 1, la méthode. 2. Stade d'évolution de la société, chapitre 3, la circulation sociale. 4. L'élite. 5. La classe moyenne. 6. La classe inférieure. 7. Les minorités. 8. Les organisations politiques, syndicales, corporatistes et associatives. 9. Sûreté intérieure, donc les services secrets. 10. Organisation du pouvoir. Chapitre 2. Information. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Qui contrôle le passé contrôle le futur. 1. L'opinion. 2. La presse. 3. La culture. 4. Les loisirs. Partie 3. Économie. La liberté, c'est l'esclavage. 1. La propriété de l'État. 2. L'économie. 4. Politique extérieure. La guerre, c'est la paix. Chapitre 1. La guerre et les affaires étrangères. 2. L'espionnage et le contre-espionnage. Résumé du chapitre 2. Stade d'évolution de la société. Évaluation sociologique. Le chapitre examine les stades d'évolution de la société à travers une évaluation sociologique. Goldstein y présente l'idée que les comportements humains, bien que souvent illogiques, n'ont pas fondamentalement changé depuis l'époque néolithique. Ces comportements sont influencés par des pulsions plutôt que par la logique, ce qui entraîne des actions et des réactions qui se répètent à travers l'histoire, indépendamment du pays, de la culture ou de type de société. Goldstein s'appuie sur les travaux de Vilfredo Pareto, qui a distingué les comportements logiques et non logiques, ces derniers étant principalement guidés par des passions plutôt que par la raison. Selon Pareto, donc vous savez, qui est à l'origine notamment de la loi de 80-20, les phénomènes sociaux peuvent être analysés sous deux aspects, objectifs et subjectifs, cette distinction étant essentielle pour comprendre les actions humaines. Groupes et réseaux sociaux. Goldstein décrit comment les individus recherchent la sécurité au sein de groupes homogènes. Ces groupes émergent naturellement en fonction des goûts, opinions et choix des individus. Une minorité de personnes capables et intelligentes prend la tête de ces groupes qui les suivent aveuglément. Lorsqu'un groupe informel se structure en une organisation formelle, club, association, parti, il devient un réseau fonctionnant comme un organisme multicellulaire. Donc vous voyez, les réseaux sociaux, c'est pas nouveau. Avant, c'était juste pas virtuel. C'est la même chose. Les élites s'intéressent particulièrement à ces réseaux, même insignifiants en apparence, car ils sont utiles pour la surveillance de la population et la préservation de la structure sociale. Ces réseaux permettent aussi de faciliter la mobilité sociale entre les classes. Stabilité et circulation des élites. Le chapitre explore également la stabilité des résidus, comportements fondamentaux, au sein des sociétés, et comment leur distribution par classe sociale influence l'évolution sociale. Les changements soudains dans cette distribution peuvent entraîner des transformations rapides de l'État et de la structure de la société.
Par exemple, une société avec un grand nombre de résidus de classe 2, instinct de combinaison, parmi les élites, peut rapidement changer si ces individus sont redistribués dans d'autres classes sociales. En conclusion, le chapitre souligne l'importance de la compréhension des comportements et de la structure sociale pour analyser les dynamiques de pouvoir et les changements au sein d'une société collectiviste oligarchique. Petite parenthèse, il me semble que c'est dans le film Harrison Bergeron que je vous avais diffusé. Enfin, comme ma chaîne principale était encore active, pas supprimée. Et il me semble qu'on y voyait les élites, les dirigeants se mettant d'accord pour faire rétrograder certains de classe sociale et d'autres les promouvoir au-dessus. Donc résumé du chapitre 3, la circulation sociale. Les 3 classes. Goldstein explique que la société humaine n'est jamais homogène. Les individus diffèrent physiquement, moralement et intellectuellement. Les classes sociales, bien que non distinctes, permettent une circulation rapide des individus dans les sociétés modernes. Cette circulation influence l'équilibre social et pour simplifier l'analyse, il propose de réduire le nombre de groupes et de modes de circulation. Alors, petite parenthèse, ça on le voit déjà peut-être. Hein. Moi quand j'étais adolescent, il y avait des groupes bien identifiés parmi les adolescents par exemple. Les rappeurs, les métalleux, les skateurs, les babacool, les intellos, enfin voilà, les bourgeois, j'en oublie sûrement, mais c'était beaucoup plus hétérogène et peut-être en 20 ans, j'ai l'impression vraiment que ça s'est considérablement réduit. Les adolescents, par exemple, ils se ressemblent quasiment tous. Ou alors, il y a vraiment ceux de la classe basse et ceux de la classe supérieure, quoi. Mais ils réduisent le nombre de groupes. Fin de la parenthèse. L'élite. L'élite regroupe les individus les plus compétents et intelligents de la société. Ses membres sont souvent issus des mêmes familles et conservent le pouvoir grâce à des mécanismes internes de contrôle. L'élite, bien que généralement fermée, doit parfois accepter de nouveaux membres des classes inférieures pour éviter les révolutions et maintenir l'illusion de la démocratie. Petite parenthèse, vous voyez le cynisme, et c'est ce que certains d'entre vous appellent la dissidence contrôlée, etc. Et ce serait d'un cynisme incroyable, oui, de s'imaginer que certains fomenteurs de révolution, mais qui peut-être ne font aucun mal à personne, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, serait là juste pour canaliser en fait la violence de la masse, mais pour en fait servir les intérêts de l'élite. On peut se poser des questions sur plein de gens. Est-ce que Juan Branco il est vraiment intéressé par la masse, ou est-ce que c'est un fruit de l'élite? Je sais pas, j'ai pas de réponse, mais il y a des gens comme ça, on peut se demander. Fin de la parenthèse. La classe moyenne. La classe moyenne comprend des individus compétents et intelligents, mais qui n'ont pas accès aux privilèges de l'élite. Ces individus jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure sociale en occupant des postes de gestion et d'administration. La classe moyenne est souvent celle qui initie des révolutions lorsqu'elle est frustrée par son manque de mobilité sociale. La classe inférieure. La classe inférieure se compose des individus les moins compétents et intelligents. Certains membres plus capables peuvent cependant s'élever dans la hiérarchie sociale grâce à leur opportunisme. La circulation sociale entre les classes permet de limiter la dégénérescence de l'élite et de la classe moyenne. Similitudes entre les 3 classes. Chaque classe sociale contient des sous-classes similaires à une hiérarchie militaire. La circulation entre ces sous-classes est influencée par l'orthodoxie et l'origine sociale, favorisant souvent les descendants de ceux déjà en haut de l'échelle sociale. En résumé, le chapitre 3 explore la dynamique de la circulation sociale entre les classes, l'importance de cette mobilité pour l'équilibre social et les mécanismes par lesquels l'élite maintient son pouvoir tout en gérant les aspirations des classes moyennes et inférieures. Résumé du chapitre 4, l'élite, influence de l'élite sur la société. L'élite dirigeante joue un rôle crucial dans la société, déterminant sa force, sa culture et sa prospérité. L'étude de la société nécessite une analyse approfondie de son élite, car l'histoire politique et la stabilité d'une nation sont étroitement liées à l'élite en place. L'antagonisme naturel entre les masses et l'élite.
il existe un antagonisme naturel entre ces masses et l'élite. Cette tension est maintenue par des mécanismes de contrôle stricts, assurant que l'élite reste au pouvoir tout en empêchant toute révolte des masses. La métamorphose du leader. Les leaders de l'élite évoluent constamment pour maintenir leur position. Les critères de sélection incluent la bravoure, la capacité exceptionnelle, l'intelligence et l'orthodoxie. L'élite doit se renouveler pour éviter la dégénérescence, et bien que certains membres puissent provenir des classes inférieures, la majorité de l'élite se compose des descendants d'élites existantes. L'entretien et le renouvellement des élites. L'élite se renouvelle principalement de l'intérieur, acceptant rarement de nouveaux membres des classes moyennes et inférieures. Cette auto-perpétuation est essentielle pour maintenir l'illusion de démocratie et apaiser les masses. Sélection et fabrication des élites. Les critères de sélection pour les nouveaux membres varient, mais incluent souvent des éléments héréditaires. L'élite collectiviste oligarchique, comme les élites historiques, utilise des systèmes de rang et des mécanismes de contrôle pour maintenir sa structure et éviter la montée de nouveaux membres non contrôlés. En résumant, ce chapitre explore en détail comment l'élite dirigeante manipule et maintient son pouvoir à travers des mécanismes de sélection, de renouvellement et de contrôle strict, assurant ainsi la stabilité et la perpétuation de la structure sociale oligarchique. Alors, petite parenthèse, moi je me suis toujours demandé si ce système actuel pouvait se permettre, par exemple, que un individu de la couche populaire, qui soit par exemple extrémiste dans ses pensées, gagne 150 millions d'euros à la loterie, comme ça. Je me suis dit, tiens, bizarrement, ça n'arrive pas, enfin, je suis sûr que ça n'arrive pas, et comment il pourrait contrôler qui gagne ? Peut-être en faisant gagner uniquement ceux qui jouent par Internet, c'est-à-dire qui ont une identité déjà vérifiée. Et de cette manière-là, ils auraient la possibilité peut-être de regarder de qui il s'agit avant de faire gagner les numéros. Je sais pas, hein. C'est une idée comme ça. Fin de la parenthèse. Résumé du chapitre 5, la classe moyenne. Rôle de la classe moyenne. La classe moyenne joue un rôle central dans la société collectiviste oligarchique. Composée principalement d'individus compétents et intelligents, elle assure l'organisation et la gestion des affaires courantes, servant de lien entre l'élite et la classe inférieure. La classe moyenne exécute les ordres de l'élite et veille à ce que la classe inférieure les respecte. Contrôle et stabilité. Le maintien de la stabilité sociale passe par un contrôle rigoureux de la classe moyenne, car elle a le potentiel de déclencher des révolutions. L'élite surveille de près cette classe pour prévenir toute dissidence. Les membres de la classe moyenne bénéficient de certains privilèges économiques et sociaux, tels qu'un meilleur revenu et un accès à des loisirs adaptés à leurs besoins intellectuels, afin de les maintenir sous contrôle et éviter qu'ils ne cherchent à renverser l'élite. C'est pour ça qu'on crée les bobos, par exemple. Ça, c'était une petite parenthèse de ma part, évidemment. Frustration et révolution. La frustration générée par la restriction des libertés économiques et la limitation de la mobilité sociale, ce qui est le cas actuellement, tout l'ascenseur social est complètement bloqué, peut mener à des révolutions. Cependant, une gestion habile de ces frustrations, par des compensations économiques et des opportunités de mobilité sociale contrôlées, permet de maintenir l'ordre. La planification économique joue un rôle crucial en allouant des ressources de manière à apaiser les membres de la classe moyenne sans compromettre leur orthodoxie. Comparaison militaire. La structure de la classe moyenne est comparée à celle des sous-officiers dans une hiérarchie militaire, assumant des rôles intermédiaires essentiels pour le fonctionnement de la société. Cette comparaison souligne l'importance de la classe moyenne dans le maintien de l'ordre social et de la transmission des directives de l'élite vers la classe inférieure. Donc en résumé, ce chapitre 5 décrit la classe moyenne comme une force stabilisatrice essentielle dans une société collectiviste oligarchique, tout en soulignant les stratégies employées par l'élite pour contrôler et gérer cette classe potentiellement subversive. Résumé du chapitre 6, donc la classe inférieure. Rôle de la classe inférieure. La classe inférieure, également appelée la classe ouvrière par Karl Marx, est responsable de la production des biens et des services nécessaires au maintien de la structure de la société collectiviste oligarchique. Ces individus travaillent sous la direction physique de la classe moyenne et selon les directives décidées par l'élite.
La classe inférieure ne doit jamais entrer en contact direct avec l'élite et ne peut connaître cette dernière que par le biais des médias contrôlés. Structure et hiérarchie. La classe inférieure est comparée à une caste de simples soldats dans une hiérarchie militaire, allant des soldats de première classe jusqu'aux caporaux. L'appartenance à cette classe est largement déterminée par la naissance. Cependant, les individus possédant des capacités et des intelligences supérieures peuvent s'élever vers les classes supérieures s'ils respectent l'orthodoxie ou si leur manque d'orthodoxie est toléré par l'élite. J'aime bien ça. Ou si leur manque d'orthodoxie est toléré par l'élite. Si ça leur sert, quoi. Contrôle de la classe inférieure. La classe inférieure est souvent confinée à des conditions de vie difficiles pour maintenir le contrôle social. L'élite utilise cette classe comme un réservoir de main-d'œuvre et un moyen de confiner les individus capables et intelligents dont l'orthodoxie est mise en doute. Cette classe est nourrie de croyances et de distractions pour empêcher toute analyse logique ou rébellion contre le système. Les milices, souvent recrutées parmi les individus de la classe inférieure, jouent un rôle crucial dans la préservation de la structure sociale, en contrôlant la criminalité ordinaire et en réprimant les insurrections. En résumé, le chapitre 6 décrit la classe inférieure comme un élément fondamental de la structure sociale collectiviste oligarchique, servant à produire les biens et services nécessaires, tout en étant strictement contrôlé pour prévenir toute subversion ou révolte. Résumé du chapitre 7, les minorités. Définition et rôle des minorités. Le chapitre 7 de ce livre explore la notion de minorité définie comme des groupes d'individus fédérés par un sentiment d'appartenance sociale, une croyance religieuse, une origine ethnique ou des caractéristiques physiques ou intellectuelles spécifiques. Ces groupes émergent naturellement au sein de toutes les sociétés en raison de la tendance humaine à se regrouper avec ceux qui partagent des similarités. Les minorités comme outil de contrôle. Les minorités jouent un rôle crucial dans la conquête et le maintien du pouvoir par l'élite. Bien que les minorités soient souvent soumises à la domination de la majorité, l'élite utilise les minorités pour diviser la population et éviter les révoltes. Je vais relire ça. L'élite utilise les minorités pour diviser la population et éviter les révoltes. En contrôlant les leaders des minorités, l'élite peut manipuler leurs revendications pour servir ses propres intérêts et maintenir la stabilité sociale. Les leaders des minorités, s'ils montrent de l'orthodoxie et de la diplomatie, peuvent être intégrés à l'élite en récompense de leur loyauté, ce qui renforce leur influence et les incite à coopérer avec le pouvoir en place. Alors, petite parenthèse, ça me rappelle un peu l'imam de, je crois que c'est Drancy, qui apparaît toujours dans les médias là et il est toujours à fond pour le système. Ouais, ça me rappelle ça, et je voulais rappeler aussi que ce livre, ce n'est pas du discours complotiste, puisque c'est une sorte de manuel écrit en 1948 de l'auteur Goldstein qui décrit juste comment ça doit fonctionner. On est d'accord. Et qui a probablement d'ailleurs servi à l'Union soviétique. Je continue. Contrôle des leaders minoritaires. L'élite doit surveiller étroitement les leaders et porte-parole des minorités pour s'assurer qu'ils restent fidèles aux intérêts de la nation. Lorsqu'une minorité n'a pas de leader, l'élite doit en nommer un pour contrôler les revendications du groupe. Les leaders qui coopèrent avec l'élite peuvent recevoir des privilèges et des accès au cercle du pouvoir, tandis que ceux qui résistent sont marginalisés ou éliminés. Manipulation des revendications. En contrôlant les revendications des minorités, l'élite peut les utiliser pour justifier des politiques et des lois qui renforcent son pouvoir. Cette manipulation permet de maintenir une illusion de pluralisme et de diversité politique, tout en assurant que les revendications minoritaires ne menacent jamais réellement la structure de pouvoir en place. En résumé, le chapitre 7 décrit comment les minorités, bien que souvent dominées, sont essentielles pour la stratégie de contrôle de l'élite qui les utilise pour diviser, manipuler et maintenir son pouvoir. Les leaders des minorités, lorsqu'ils sont coopératifs, peuvent être récompensés et intégrés dans l'élite, ce qui assure leur loyauté et leur rôle dans la stabilité du régime. Résumé du chapitre 8, les organisations politiques, syndicales, corporatistes et associatives. La pluralité et l'illusion du choix. Ce chapitre traite de la nécessité de maintenir une apparence de pluralité dans les expressions politiques, syndicales, corporatistes et associatives. Cette pluralité sert à créer l'illusion du choix parmi la population, renforçant ainsi la stabilité du système oligarchique sans pour autant céder le réel pouvoir politique. Contrôle des organisations.
L'élite doit exercer un contrôle strict sur toutes les organisations pour éviter qu'elles ne deviennent des contre-pouvoirs. Les leaders de ces organisations, une fois compromis et intégrés dans l'élite, je répète, une fois compromis puis intégrés dans l'élite, reçoivent des privilèges pour assurer leur loyauté. Donc, petite parenthèse, c'est exactement le fonctionnement du système de Epstein et compagnie. C'est-à-dire, enfin, c'est un des exemples, j'imagine. On te filme pendant que tu fais quelque chose de pas top, et ensuite on s'assure ainsi de ta loyauté. Voilà. Ceux qui refusent sont discrédités ou éliminés. Ce contrôle permet de prévenir les émeutes et les révolutions en limitant les manifestations à des formes pacifiques et contrôlées. Gestion des conflits et des intérêts. Le chapitre aborde également les moyens par lesquels l'élite manipule les syndicats ouvriers et les associations corporatistes pour contrôler l'économie et les conflits sociaux. Les syndicats sont utilisés pour surveiller les entreprises et leurs dirigeants, rapporter les activités subversives et assurer que les travailleurs restent loyaux. En cas de besoin, l'élite peut provoquer la fermeture de certaines entreprises pour des raisons stratégiques. Prévention des idéologies dangereuses. L'élite doit surveiller et contrôler les idéologies politiques et religieuses qui pourraient menacer la structure oligarchique. Les doctrines extrémistes sont particulièrement redoutées, les complotistes par exemple, car elles peuvent catalyser des mouvements révolutionnaires. Ainsi, le système cherche à maintenir une orthodoxie modérée tout en utilisant des doctrines concurrentes pour affaiblir les opposants. En résumé, le chapitre 8 décrit les mécanismes par lesquels l'élite maintient son pouvoir en contrôlant étroitement toutes les formes d'organisation sociale et politique, tout en donnant l'illusion d'un choix démocratique. Cela permet de prévenir les révolutions et de gérer les conflits de manière à préserver la stabilité du régime collectiviste oligarchique. Résumé du chapitre 9, Sûreté intérieure. Le Parti central. Le chapitre 9 explore la sûreté intérieure en commençant par le rôle crucial du Parti central. Ce dernier doit maintenir l'illusion de diversité politique pour éviter d'être perçu comme une dictature. L'élite doit cacher ses privilèges extraordinaires et punir publiquement tout manquement pour maintenir le mythe de l'égalité et des droits naturels. Alors, petite parenthèse, l'autre jour, en regardant un match de foot, un des matchs de l'Euro, là, je me disais, mais c'est dingue, le peuple qui regarde ces matchs, il critique éventuellement les élites, par exemple le président qui gagne peut-être 15 ou 17 000 euros par mois, etc., c'est pas énorme, alors que personne ne dit rien sur des joueurs comme Mbappé ou d'autres qui gagnent presque 1 million d'euros par mois, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que au niveau des échelles, le mec gagne en un mois ce qu'un smicard gagne en 50 ans, pour vous dire. Mais ça pose aucun problème. La police. La police joue un rôle central dans le maintien de l'ordre et la surveillance des citoyens. Le chapitre décrit comment les espions et les agents infiltrés sont utilisés pour surveiller et contrôler la population. Ces agents peuvent occuper divers emplois officiels pour observer discrètement les activités des individus. Les milices. Les milices sont un autre outil de contrôle utilisé pour maintenir l'ordre social et économique. Elles sont principalement recrutées parmi la classe inférieure et sont efficaces pour contrôler la criminalité ordinaire et réprimer les insurrections. Ces milices sont dirigées par des agents de la police politique et du parti central. Réseau de surveillance. Le chapitre souligne l'importance des réseaux sociaux dans la surveillance et le contrôle. L'élite crée et surveille des réseaux pour prévenir les insurrections et organiser les évolutions politiques et sociales. Alors, petite parenthèse, quand il parle de réseaux sociaux en 1948, c'est pas ceux d'aujourd'hui, c'est la première définition de réseau social. Un réseau composé d'individus qui se ressemblent. Chaque groupe doit être enregistré officiellement pour faciliter la surveillance et repérer les tendances dissidentes. Surveillance technique. La surveillance technique est également essentielle, avec l'utilisation de la technologie pour espionner les communications et les activités des individus. Des dispositions comme des microphones et des caméras miniatures, en 1948 déjà, sont employées pour surveiller discrètement les citoyens, notamment dans les lieux publics et privés. En résumé, le chapitre 9 décrit les divers mécanismes de sûreté intérieure utilisés par l'élite pour maintenir l'ordre et contrôler la population. Cela inclut l'utilisation du parti central, de la police, des milices, des réseaux de surveillance et des technologies de surveillance pour assurer la stabilité du régime collectiviste oligarchique.
Alors là, vous voyez, je suis allé vérifier dans le texte, régulièrement. Voilà, faut vraiment aller chercher les sources et s'assurer que ChatGPT ne dit pas une connerie non pas dans le résumé qu'il fait du chapitre, mais peut-être en extrapolant un peu par rapport à la société actuelle. Je me suis dit, attends, il parle de caméra de micro en 1948 pour espionner. Et bah oui, je suis allé vérifier, donc page 137, grâce à une modification mineure d'un poste de téléphone personnel, un opérateur de la compagnie de téléphone se trouvant à Centrale n'a qu'à brancher une prise connectée à des écouteurs pour le faire. Un peu plus bas ici, d'ici quelques petites années, des caméras miniatures qui n'occuperont pas plus de place qu'un paquet de cigarettes et dont la production en série les rendra très abordables. Comment ils savaient ça en 1948, sauf à faire partie de l'élite, Résumé du chapitre 10, organisation du pouvoir. Principes généraux. Le chapitre 10 commence par un rappel des principes généraux qui sous-tendent l'organisation du pouvoir dans une société collectiviste oligarchique. Il s'agit d'une approche scientifique et objective de la politique et de la société comparable aux autres sciences empiriques. Cette science politique doit décrire les faits sociaux et établir des corrélations entre eux pour formuler des hypothèses concernant le futur. Elle doit rester neutre de tout but politique pratique et ses conclusions doivent être vérifiables par tout observateur impartial. Machine gouvernementale. Le chapitre décrit ensuite la structure de la machine gouvernementale qui se compose de divers ministères spécialisés. Chaque ministère est dirigé par un membre de l'élite et inclut de nombreux membres du parti central pour assurer la surveillance générale et la conformité à l'orthodoxie. Fonctionnement du parti central. Le parti central est présenté comme le cœur de l'organisation du pouvoir. Ce parti fonctionne en secret et ses membres sont choisis pour leur loyauté et leur fanatisme envers l'orthodoxie. Il s'agit d'une organisation qui surveille à la fois les élites et la population pour prévenir toute déviation ou révolte. Le parti central utilise des réseaux d'agents et d'informateurs pour exercer son contrôle et il maintient un haut niveau de secret et de discipline parmi ses membres. Législation et décisions politiques. Les décisions législatives sont prises par des assemblées telles que le Sénat, composées exclusivement de membres de l'élite. Ces assemblées sont orchestrées pour donner l'illusion de diversité politique, mais en réalité, elles ne débattent que de variantes de l'orthodoxie. Le rôle du parti central est également d'anticiper et de formuler des solutions aux problèmes futurs, souvent décidés en secret avant que le leader en place ne les adopte officiellement. En résumé, donc, ce chapitre explique comment le pouvoir est organisé et maintenu dans un système collectiviste oligarchique, avec une structure gouvernementale rigide et un parti central omniprésent qui assure la surveillance et la discipline nécessaires pour préserver donc l'orthodoxie et la stabilité du régime. Résumé donc du chapitre 1 de la partie 2, l'opinion. Qu'est-ce que l'opinion publique ? Le chapitre commence par une métaphore comparant l'opinion publique à une automobile qui transporte la société. Si le conducteur, l'élite dirigeante, est négligent ou irresponsable, la société risque de dévier de sa trajectoire. Ça vous rappelle pas une période, ça ? L'élite doit donc constamment surveiller et entretenir l'opinion publique pour éviter qu'elle ne soit détournée ou influencée par des forces externes. L'opinion et son contrôle. Édouard Bernays, pionnier de la propagande moderne, décrit l'opinion publique comme un agrégat de jugements individuels instables. L'opinion publique est façonnée par les influences familiales, éducatives, religieuses et sociales. Ceux qui contrôlent ces influences peuvent manipuler l'opinion publique. Pour maintenir le contrôle, l'élite doit utiliser des techniques de relations publiques et de propagande pour guider les jugements et les comportements individuels. La propagande. La propagande est un outil essentiel pour le contrôle de l'opinion publique. Elle permet de manipuler les perceptions et de créer une réalité conforme aux besoins de l'élite dirigeante. L'élite utilise la propagande pour maintenir l'ordre social, prévenir les révoltes et assurer que les masses continuent de soutenir le régime en place. La propagande doit être omniprésente et subtile pour être efficace. En résumé, le chapitre 1 de la partie 2 met en lumière l'importance cruciale de l'opinion publique dans une société collectiviste oligarchique et la nécessité pour l'élite de la contrôler et de la manipuler à travers des techniques de propagation sophistiquées. Résumé du chapitre 2, la presse. Rôle de la presse. Ce chapitre met en lumière le rôle crucial de la presse comme forme dominante de diffusion d'informations au XXe siècle. La
presse prépare la masse aux élections, annonce les nouvelles lois, décrets, événements majeurs, et façonne l'opinion publique en déterminant ce que les individus doivent penser des choses et des personnes. Elle a le pouvoir de transformer un inconnu en une célébrité populaire et de créer une réalité consensuelle parmi la population, même pour des événements inexistants. Contrôle de la presse. L'élite contrôle la presse de manière stricte pour préserver l'ordre et empêcher toute dissidence. Le parti central et les membres de l'élite occupent des postes clés dans les imprimeries, les agences de presse et les services de distribution, assurant ainsi que toutes les informations diffusées sont conformes à l'orthodoxie du régime. Petite parenthèse, c'est peut-être valable aujourd'hui encore plus que jamais, même si les gens lisent moins. La quasi-totalité de la presse française a été rachetée par des capitaines d'industrie ou des milliardaires. Le contrôle de la presse permet également de manipuler la perception des événements historiques et de maintenir une illusion de pluralité politique et religieuse. Influence sur la société. La presse joue un rôle essentiel dans la stabilité du système collectiviste oligarchique en maintenant l'ordre social et en empêchant les révoltes. Elle diffuse des informations sélectionnées par l'élite pour maintenir une orthopraxie politique et sociale, et elle est capable de manipuler les émotions et les opinions de la population. L'élite utilise également la presse pour créer des cultes de personnalité autour de ses membres et désigner des boucs émissaires parmi la classe moyenne ou les étrangers pour apaiser les frustrations populaires. En résumé, le chapitre 2 de la partie 2 décrit comment la presse est utilisée par l'élite pour contrôler l'opinion publique, manipuler la réalité perçue par les masses et maintenir l'ordre social dans une société collectiviste oligarchique. Résumé du chapitre 3, la partie 2, la culture, la langue comme déterminant de la culture. Le chapitre commence par établir l'importance cruciale de la langue dans la formation et la conservation de la culture. Toute sédition ou révolution ne peut exister que par le verbe et sa transmission. La langue est présentée comme un vecteur primordial de transmission des idées et des valeurs d'une société. L'élite dirigeante comprend l'importance de contrôler la langue pour maintenir son pouvoir. Ainsi, l'appauvrissement et la standardisation du langage sont utilisés pour limiter la capacité de pensée critique et de révolte parmi les masses. Je vais relire ça, c'est pas un complotiste qui le dit. L'appauvrissement et la standardisation du langage sont utilisés pour limiter la capacité de pensée critique et de révolte parmi les masses. Appauvrir la langue pour contrôler la pensée. L'élite utilise diverses méthodes pour appauvrir la langue, incluant la réduction du vocabulaire et la simplification excessive de la syntaxe. Cette manipulation de la langue permet de restreindre les capacités intellectuelles des individus, les rendant incapables de formuler des pensées complexes ou de remettre en question l'autorité. L'objectif est de créer une population docile, incapable de penser de manière autonome et critique. Contrôle de la culture et de l'éducation. Le chapitre décrit également comment l'élite contrôle la culture et l'éducation pour façonner les perceptions et les croyances des individus dès le plus jeune âge. L'histoire et les événements sont présentés d'une manière qui glorifie l'élite et minimise les aspects négatifs de leur règne. Les systèmes éducatifs sont structurés pour promouvoir l'orthodoxie et décourager toute forme de pensée dissidente. Les écrivains, artistes et intellectuels sont soit cooptés par le régime, alors faudrait savoir comment, on investigue, soit censurés s'ils expriment des idées contraires à l'orthodoxie. Résumé du chapitre 4, les loisirs. Rôle des loisirs dans le contrôle social. Le chapitre explique comment les loisirs sont utilisés par l'élite pour maintenir le contrôle social, inspiré par l'Empire romain, où les jeux et spectacles, vous savez, du pain et des jeux, panem et circenses, étaient utilisés pour distraire la masse. Les dirigeants modernes ont compris l'importance de fournir des distractions pour empêcher les révoltes et maintenir l'ordre social. Stratégie de distraction. L'élite utilise divers types de loisirs pour apaiser et occuper la population. Parmi ces distractions, on trouve des activités de jardinage, de bricolage, de gymnastique, de chant, ainsi que des événements politiques et des fêtes. Ces activités sont conçues pour être accessibles et peu coûteuses, afin d'occuper les esprits. Vous savez, tous ces gens, la plupart des gens qui disent « Ah ben, faut bien occuper le temps, ah ben, faut bien occuper les enfants ». Ah oui, occuper. Il s'agit en fait de passer le temps et de ne pas l'utiliser. Afin d'occuper les esprits sans encourager des dépenses excessives ou des aspirations dangereuses. Objectifs économiques et sociaux.
Les loisirs servent également à soutenir l'économie en encourageant des activités qui favorisent la consommation intérieure et réduisent les importations. Par exemple, la promotion du jardinage et du bricolage, Valérie Damido, stimule l'économie locale tout en offrant des passe-temps constructifs à la population. L'élite veille à ce que ces loisirs renforcent les valeurs de travail et de loyauté envers l'État. En résumé, le chapitre 4 décrit comment les loisirs sont utilisés comme un outil de contrôle social par l'élite, visant à occuper la population, prévenir les révoltes et soutenir l'économie de manière à maintenir la stabilité du régime collectiviste oligarchique. Résumé du chapitre 1 de la partie 3, économie, la liberté c'est l'esclavage. Chapitre 1, la propriété de l'État. Définition étendue et gestion de la propriété de l'État. Ce chapitre commence par établir l'importance cruciale pour une élite de contrôler la propriété foncière et d'autres types de biens pour maintenir son pouvoir. L'État tire ses revenus des impôts sur les revenus des travailleurs et des taxes sur les activités industrielles et commerciales. Si ces secteurs tombent sous le contrôle d'entités étrangères ou de groupes cherchant à usurper le pouvoir, cela pourrait menacer la stabilité et la survie de l'État. Nationalisation et perception publique. Pour éviter de tels dangers, certaines élites choisissent de nationaliser les grandes entreprises, comme en 83 avec Mitterrand, et parfois l'ensemble des activités industrielles, agricoles et commerciales. Cependant, cette nationalisation peut révéler la nature autoritaire du régime, ce qui pourrait susciter la haine de la population et provoquer des révoltes. Le collectivisme oligarchique cherche à éviter cette perception négative en contrôlant discrètement les industries tout en maintenant l'illusion d'un marché libre. Collectivisme oligarchique versus socialisme-communisme. Le collectivisme oligarchique diffère du socialisme et du communisme classique en ce qu'il n'affiche pas ouvertement ses doctrines. Au lieu de cela, il utilise diverses idéologies politiques et religieuses pour manipuler la population. En réalité, la propriété dans un tel système est administrée comme un patrimoine d'État, où l'élite conserve la capacité de révoquer à tout moment les droits de propriété perçus comme individuels. Ça, je vais le répéter, parce qu'on a notre chère Sandrine Rousseau, qui pour le nouveau Front Populaire propose ça, entre autres, où l'élite conserve la capacité de révoquer à tout moment les droits de propriété perçus comme individuels. Je vous laisse vous renseigner sur ce qu'elle propose. En résumé, le chapitre 1 de la partie 3 explique comment l'élite dirigeante maintient son pouvoir en exerçant un contrôle strict sur la propriété et les activités économiques tout en manipulant les perceptions publiques pour éviter la révolte et maintenir la stabilité de son régime collectiviste oligarchique. Résumé du chapitre 2, l'économie. Contrôle de la consommation. Le chapitre aborde le contrôle de la consommation par l'État collectiviste oligarchique. L'élite dirigeante veille à la régulation des biens de consommation pour s'assurer que les besoins essentiels de la population sont satisfaits tout en limitant les excès qui pourraient menacer la stabilité économique. La consommation est dirigée de manière à éviter les crises de débouchés et à maintenir un équilibre entre l'offre et la demande. Planification économique. La planification économique est présentée comme un outil crucial pour gérer les ressources du pays et assurer une distribution équitable des biens. Cette planification implique la coordination des différents secteurs économiques, y compris l'agriculture, l'industrie et le commerce, pour maximiser l'efficacité et réduire les pertes. L'État joue un rôle central en supervisant et en ajustant les plans en fonction des besoins changeants de la société. Sûreté économique. La sûreté économique est un aspect essentiel du contrôle de l'État sur l'économie. Cela comprend la protection contre les perturbations externes, telles que les sanctions économiques ou les crises mondiales, et les menaces internes comme la sédition ou le sabotage. L'État utilise divers mécanismes, y compris la surveillance et la régulation stricte, pour garantir la sécurité et la stabilité de l'économie nationale. En résumé, le chapitre 2 de la partie 3 décrit comment l'élite collectiviste oligarchique utilise le contrôle de la consommation, la planification économique et la sûreté économique pour maintenir la stabilité et la prospérité du régime, tout en évitant les crises et en protégeant l'économie des menaces internes et externes. Résumé du chapitre 1 de la partie 4 qui est politique extérieure. La guerre, c'est la paix. Chapitre 1, la guerre et les affaires étrangères. Importance de l'armée. Le chapitre 1 met en évidence le rôle crucial de l'armée dans les gouvernements collectivistes. L'armée, en tant que société collectiviste hiérarchisée, est un auxiliaire précieux
pour le maintien de l'ordre et la stabilité de l'État. La hiérarchie militaire, marquée par des grades et des étiquettes spécifiques comme le salut militaire, rappelle constamment la structure sociale aux soldats. Contrôle de l'élite militaire. Les élites militaires sont souvent intégrées directement à partir de l'élite civile ou grâce à des démonstrations exceptionnelles de courage. L'élite militaire se renouvelle en accueillant occasionnellement des sous-officiers talentueux, tout comme les anciennes sociétés monarchiques anoblissaient des individus pour leur mérite, notamment sous l'Empire, sous Napoléon. Relation entre la guerre et l'économie. La guerre est présentée comme un stimulant économique et social. Elle incite le gouvernement à encourager les sciences et industries, apportant des progrès technologiques qui profitent ensuite à la société civile. En période de guerre, l'économie se mobilise, favorisant la standardisation et la production de masse et éliminant les inefficacités économiques. Stimulation sociale par la guerre. La guerre régule la croissance démographique et empêche les crises sociales comme le chômage et les révolutions internes. Elle mobilise les esprits, crée une identité commune et nourrit les espoirs des masses. Cette mobilisation collective autour d'un effort commun renforce la cohésion sociale et réduit les conflits politiques internes. En résumé, le chapitre 1 explique comment l'armée et la guerre sont utilisées par les élites pour maintenir l'ordre social, stimuler l'économie et renforcer la cohésion nationale dans une société collectiviste oligarchique. Résumé du chapitre 2, l'espionnage et le contre-espionnage. L'espionnage. Le chapitre aborde l'origine militaire de l'espionnage, utilisé initialement pour connaître les mouvements et la force des troupes ennemies. Historiquement, la France a été pionnière avec une organisation d'espionnage dès l'époque de Louis XIV, devenue permanente sous Napoléon III avec la création de la police spéciale en 1855. Ce service a évolué pour devenir l'un des plus efficaces au monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le texte met en évidence l'importance de l'espionnage scientifique par rapport à la recherche scientifique traditionnelle en raison de son rapport coût-efficacité avantageux pour les intérêts industriels et économiques du pays. Le contre-espionnage. Il est traité comme une extension des fonctions policières. La France, avec ses services de contre-espionnage, est considérée comme exemplaire dans le monde. Alors en 1948, Le chapitre souligne l'efficacité et la collaboration entre la police et les services de contre-espionnage qui ont permis de minimiser les crimes impunis. Historiquement, les services d'espionnage complets étaient déjà en place à l'époque de Richelieu, soutenus par une influence cléricale. La collaboration étroite entre divers services et l'usage d'agents provocateurs, particulièrement sous le règne de Napoléon III, ont été des éléments clés de cette efficacité. Le texte aborde également la question de la centralisation des services de renseignement et de contre-espionnage, soulignant les débats sur leur autorité civile ou militaire. Donc, résumé de la conclusion du livre. La conclusion du livre traite de la nature fondamentale des structures de pouvoir dans une société collectiviste oligarchique. Elle met en lumière la nécessité pour les élites de contrôler l'information, la propagande et les services de renseignement pour maintenir leur autorité. La surveillance et l'espionnage, y compris l'ouverture clandestine du courrier et l'espionnage téléphonique, sont présentés comme des moyens cruciaux pour préserver la stabilité de l'État et des élites au pouvoir. La conclusion insiste sur le fait que la stabilité d'une société repose non seulement sur la sécurité économique et militaire, mais aussi sur une surveillance omniprésente et une gestion stricte des dissidences internes et externes. Elle reflète une vision pessimiste de la nature humaine, où la sécurité est obtenue par un équilibre de pouvoir rigoureusement maintenu par l'autorité des grandes puissances sur les États plus faibles. Voilà, c'était un résumé de cet ouvrage Théorie et pratique du collectivisme oligarchique, traduit du russe, 1948, par J.B.E. Goldstein. Je suis sûr que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé. Alors, les nouvelles vidéos, nouveaux résumés, je vais les mettre plutôt sur Patreon. Donc rendez-vous là-bas. Ici, je vais continuer à mettre des anciennes vidéos, mixer un petit peu. Je vous dis à très bientôt.